Bien, bonjour à tous, en petit comité pour l'instant, mais je ne doute pas qu'au fil de la conversation, on ait un petit peu plus de public, et puis on attend l'arrivée de la ministre, et ça nous ravit évidemment. On ne pouvait pas espérer meilleur endroit ni meilleurs intervenants pour évoquer ensemble le rôle déterminant des entreprises de proximité dans le développement économique des territoires. Vous savez que ça va bien sûr au-delà de l'économie, puisque c'est aussi du lien social, et peut-être d'abord ça que les TPE créent, et le lien social, nous en avons énormément besoin. L'UDP veille chaque jour à accompagner ces petites entreprises essentielles à la vie des territoires, et ce, quelle que soit la taille des communes. C'est une table ronde qui, vous allez voir, s'inscrit vraiment dans la volonté de l'UDP d'œuvrer main dans la main avec les élus locaux pour que les TPE et les communes apprennent à se connaître encore mieux, à se parler encore plus pour accélérer, entre autres, la revitalisation des centres-villes. Président Michel Picon, vous allez dans un instant nous rappeler l'importance de ce dialogue, développer les engagements de l'UDP, rappeler toutes les ressources que représentent les entreprises de proximité pour la France. Juste le temps pour moi de présenter tous les intervenants, évidemment, sachant donc, je vous le disais, on attend d'un moment à l'autre la venue de la ministre Françoise Gatel, ministre déléguée auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires. Elle est chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Évidemment, elle est très sollicitée parce qu'elle est en déambulation en ce moment dans le Salon des maires, mais son arrivée est estimée dans une dizaine de minutes. Avec nous aujourd'hui, donc Nicolas Portier, merci d'être avec nous. Vous enseignez à Sciences Po, vous présidez le Cercle pour l'aménagement du territoire. Donc là, vous êtes vraiment au cœur de notre sujet. Vous êtes aussi auteur de l'étude indépendante de l'Institut Terram, qui est parue en juillet dernier, TPE, une force économique pour le développement des territoires, étude qui montre vraiment toute la valeur ajoutée des TPE, et c'est ce que vous allez nous expliquer. Je vais vous demander de synthétiser, hein. Il n'y aura pas suffisamment de temps peut-être pour tout dire, mais je vous fais confiance pour la synthèse. Nous accueillons également à vos côtés Diane Gallet, merci d'être avec nous, directrice adjointe des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Vous illustrerez l'action gouvernementale dont nous parlera la ministre avec des exemples très très concrets, et puis deux élus qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour illustrer ce dialogue vers lequel on tend. Vous allez nous partager vos analyses, vos actions, vos ambitions tous les deux. Laurence Porte, vous êtes maire de Montbard, en Côte-d'Or, vice-présidente de l'Association des Petites Villes de France, et Louis Potrel, à vos côtés, maire de Le Ferré, membre du bureau de l'Association des maires ruraux de France. Encore une fois, bienvenue à vous tous. Alors, Michel Picon, c'est un plaisir, président de vous retrouver, et je sais que c'est une table ronde qui vous tenait particulièrement à cœur. Le micro, il faut juste l'allumer. Ouais, pardon. Voilà. Voilà, c'est bon là. Ah voilà, c'est parfait. Bien, Madame le maire, Monsieur le maire, chers élus, chers amis, chers présidents d'organisation, oui, c'est une table ronde qui a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes tous, pour une grande majorité, issus des territoires. Et bien évidemment, nos entreprises de proximité sont très, très impliquées dans la vie de la cité, mais aussi dépendent de la vie de cette cité dans leur entreprise, leurs possibilités de développement et de croissance. Alors l'UDP, bien évidemment, est très, très intéressé, très impliqué dans cette vie des petites entreprises dans les territoires. C'est pour ça que nous sommes depuis 2018 présents au Salon des maires, afin de faire connaître plus encore, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la vitalité de nos petites entreprises et l'importance qu'elles représentent chez vous. Nous sommes impliqués aussi dans les actions de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, vous l'avez indiqué. Et puis, nous participons bien évidemment à toutes les auditions, toutes les rencontres avec les élus au fur et à mesure des évolutions, qu'il s'agisse du PLF, du PLFSS, mais aussi de toutes les lois que le Parlement ou le gouvernement met en œuvre, sur laquelle nous veillons à ce que tous ces textes et ces dispositions, il y en a beaucoup, on est très attaché à la loi sur la simplification, on aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots, mais en tout cas, nous sommes présents dans toutes les instances.
pour porter la parole des petites entreprises. Alors, ces petites entreprises, vous les connaissez. L'U2P, c'est un secteur extrêmement vaste. Nous allons des professions libérales aux artisans du bâtiment, aux artisans de services. Et pour illustrer quelques métiers, ça passe les taxis, les coiffeurs, les esthéticiennes, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, mais aussi les plombiers, les entreprises du bâtiment, mais aussi les coiffeuses, enfin une panoplie, c'est près de 400 métiers, c'est 120 organisations professionnelles qui sont regroupées dans l'U2P et qui représentent un secteur de 3 300 000 entreprises, c'est 4 200 000 salariés, et puis sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est 200 000 apprentis que nous formons dans nos entreprises, qui irriguent aussi l'emploi et la vitalité des territoires, et qui sont aussi, tous ces apprentis, demain, ceux qui reprendront nos affaires et qui assureront la transition de nos entreprises. Alors, nous sommes pour une grande partie d'entre nous installés dans des petites communes, dans la ruralité, puisque un quart des 3 300 000 entreprises que j'évoquais tout à l'heure exercent dans des communes de moins de 5 000 habitants. Bien sûr, il y a 50% de notre tissu qui exerce aussi dans des grandes villes, mais la plupart de nos entreprises exercent dans des petites entreprises tout au long du territoire. Et évidemment, les politiques qui sont mises en œuvre dans ces territoires, il y a en ce moment un certain nombre de dispositions dans les grandes villes qui posent des problèmes à nos entreprises d'accès pour pouvoir travailler, pour pouvoir dépanner, pour pouvoir aller voir un patient. C'est pas toujours simple et on essaie d'être associés. Donc il y a 3 mots qui sont forts pour nous avec les élus des territoires. C'est la discussion, la concertation et puis que l'on soit plus associés encore au fond que ce que nous le sommes dans les évolutions des communes, des métropoles ou tout simplement des villes. Aussi, parfois, un peu plus de lisibilité, parce qu'on ne sait plus dans ce millefeuille administratif vers qui faut-il se tourner pour obtenir un agrandissement, une dérogation sur une extension de son établissement. Et donc, oui, nous avons besoin d'être plus proches encore de nos élus. Je sais que vous l'êtes, mais il faut qu'on le soit encore plus partout. J'entends dans des entreprises sur le territoire qui viennent vers nous en nous disant on n'est pas concerté, les choses se font malheureusement un peu à notre détriment. Donc nous portons la parole de ces petites entreprises qui ont un poids économique, et tout à l'heure Monsieur Portier nous l'indiquera, qui ont un poids économique qui assure la vitalité du territoire. Et on voit bien, quand le médecin s'en va, le pharmacien est en danger, quand le pharmacien ferme, ne trouve pas de repreneur, ces 3 pharmacies qui ferment chaque semaine dans nos territoires. Les petites entreprises, elles sont fragiles, et je veux le dire à tous les élus, parce qu'à un moment où je sais que les collectivités locales ont un certain nombre de difficultés de financement, où le gouvernement va leur demander des efforts, bien sûr nous sommes inquiets sur la répercussion de ces efforts que vous allez devoir faire en matière d'investissement, parce qu'au bout de la chaîne, il y a des entreprises qui refont une école maternelle, qui refont des aménagements dans la ville, et tout ça nous inquiète un petit peu sur les évolutions que nous pouvons avoir. Alors, nous sommes dans un sujet, vous l'avez compris, qui est majeur pour nous. C'est pour cette raison que l'U2P a souhaité que cette table ronde puisse avoir lieu, que l'on puisse échanger ensemble, apporter les uns et les autres. Il y a pas mal de représentants d'entreprises dans la salle qui pourront vous faire part peut-être de leur expérience dans les relations qu'elles ont avec leur commune. Moi, je dois dire qu'au niveau de l'U2P et des responsables territoriaux que nous avons, les retours nous sont extrêmement positifs. Les demandes, d'abord, il y a une proximité. Nous sommes des entreprises de proximité. Évidemment, nous avons une proximité dans les territoires avec nos élus qui est forte. Mais il faut, je pense qu'ensemble, on intensifie encore plus nos relations pour pouvoir être plus en adéquation
avec nos besoins. Et quand je vois dans certaines grandes villes les zones ZFE qui sont en train d'interdire les véhicules thermiques d'entrer dans les cœurs de ville, oui, ça nous préoccupe parce que tout le monde n'aura pas les moyens de changer sa camionnette, de changer son véhicule de fonction pour aller travailler dans le centre-ville. Oui, la circulation et le parking, je sais que la voiture est devenue un ennemi de notre société, et pourtant, et en zone rurale, si on n'a pas de voiture, on ne fait pas grand-chose. Et quand on va dans un commerce, bien si on est bien conscient que les centres-villes doivent être préservés de la circulation, mais faut-il qu'il y ait des places de stationnement et des stationnements qui ne soient pas prohibitifs dans leur coût, de manière à ce que nos clients viennent dans nos commerces de proximité en plein cœur de centre-ville. Et puis aussi, mais je sais que ce n'est plus tout à fait dans l'air du temps, mais ces aménagements de centres commerciaux, cette artificialisation des sols que l'on paye aujourd'hui dans un certain nombre de catastrophes naturelles, eh bien, je pense qu'il faut que le petit commerce, les petits commerçants soient du cœur des centres-villes soient plus associés aux évolutions de l'urbanisme commercial de la ville, même si je sais que le plus dur est passé derrière nous et que tout à l'heure nous avions un maire qui nous disait ben oui, toutes les grandes enseignes qui sont venues dans ma ville, elles sont parties. Aujourd'hui, j'ai des 400 mètres carrés qui sont en trous et qui font des dents en creux, là, comme ça, dans l'urbanisme commercial de mon centre-ville. Et finalement, ceux qui sont toujours là, ben, c'est les petits commerçants, c'est vous qui êtes encore présents. Et donc, oui, on a des sujets de plafonnement de loyer, de difficultés dans des centres-villes à pouvoir encore exercer. 1000 choses dont on aura l'occasion d'exercer, de discuter et de trouver, j'espère, entre nous un certain nombre de pistes, entre les élus que vous êtes, qui connaissez bien votre territoire, qui est en proximité avec nous, et puis nous, sur un certain nombre de questions qu'on aura l'occasion de vous poser. Merci à tous pour votre présence, et puis place au débat. Merci beaucoup, Président Picon. Merci infiniment d'avoir posé les enjeux de cette table ronde et l'importance du dialogue, alors que, ça y est, le public, comme prévu, arrive. Et merci à vous d'être déjà avec nous. On va s'appuyer sur une étude indépendante extrêmement importante, précieuse. Elle est signée de l'Institut Terram et dont vous êtes l'auteur, Nicolas Portier. On va vraiment s'appuyer sur ce que vous allez dire parce qu'elle démontre en quoi les TPE sont vraiment une force économique pour le développement des territoires. Peut-être que le plus frappant, le plus parlant, en tout cas moi ce qui ressort vraiment de cette étude, ce sont peut-être les chiffres de l'emploi, la contribution des TPE à l'emploi. Voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre invitation. Les TPE, alors c'est un champ qui recoupe en partie les entreprises de proximité, mais on peut être entreprise de proximité sans être TPE, et être TPE en travaillant à l'international. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un recoupement assez fort. Alors, là, ce que j'ai voulu montrer, cette étude donc, a été réalisée à la demande de l'Institut Terram. Je salue le fondateur de l'Institut, Victor Delage, qui est dans la salle. Qui s'est créé récemment, et dans les premières commandes, il y a eu cette étude qui m'a été adressée, cette commande, parce que je m'intéresse beaucoup aux questions d'économie territoriale. J'ai longtemps œuvré dans l'aménagement du territoire et dans l'intercommunalité, avec un rôle assez fort des élus dans l'accompagnement de ce tissu qui est quand même un peu sous les radars des pouvoirs publics nationaux. Alors qui est bien sûr très important dans la généalogie des entreprises, parce qu'on n'est pas une entreprise un beau jour de 2500 salariés, on commence petit, parfois on va le rester toute sa vie, parfois on va franchir des seuils. Alors les très petites entreprises, on va le voir, elles sont très liées à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, avec voilà, le processus de destruction créatrice. Il y a beaucoup d'entreprises qui connaissent des défaillances, mais il y en a beaucoup qui naissent chaque année. Et en plus, la France s'est faite la championne de la création d'entreprises depuis le tournant des années 2000. Alors beaucoup a été fait en termes de simplification administrative, de débureaucratisation, en termes d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Il y a des réseaux extrêmement professionnels dans tous les territoires, en envie de créer, d'entreprendre. Et on voit ces statistiques avec des paliers, notamment au moment des grandes crises, 2008, puis ensuite la crise Covid. Alors simplement, je vais tout de suite bémoliser. Donc on franchit le seuil du million d'entreprises tout au long des années Covid, alors qu'on était à peu près à 200 000 créations annuelles au début du siècle. Donc un x5 qui pourrait nous ravir. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que derrière les statuts, on a réhabillé ce qui était avant du travail indépendant. Je l'étais en début de carrière, je le suis à nouveau.
Je ne dis pas que je suis un dirigeant d'entreprise, je trouverais ça très prétentieux. Donc évidemment, chacun a sa définition des entreprises. Ce sont en effet des immatriculations, mais ce sont beaucoup d'entreprises, enfin des auto-entreprises, donc sans salariés, qui viennent gonfler les chiffres que nous voyons là. Et il faut quand même regarder derrière ces chiffres, parce qu'on va avoir aussi une partie de l'emploi très ubérisée, les VTCistes, etc., qu'on ne peut pas faire comme le modèle absolu de l'entreprise dont on rêve. Hein. Certaines entreprises facturent par an 6 ou 7 000 euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas des modèles totalement viables. Alors c'est pour ça qu'avec Teram, nous avons plutôt recentré notre étude sur des entreprises employeuses. C'était un parti pris tout à fait discutable, mais en tout cas c'est celui que nous avons pris pour retomber sur des données, si vous voulez. Donc on va passer la slide suivante, sur les TPE qui ont des salariés. Et donc là on retombe sur la définition, donc les TPE c'est moins de 10 salariés, donc les entreprises au moins un salarié jusqu'à 9, et ça représente un peu plus d'1,2 million 200 000 entreprises en France. Ça représente à peu près 18-19% de l'emploi salarié. Alors c'est beaucoup et peu à la fois. Beaucoup parce que ça fait quand même plusieurs millions de salariés, mais en même temps dans le tissu économique ça reste un petit cinquième de l'emploi. En revanche en nombre d'entreprises c'est 4/5. Donc on a une sorte de ce qu'on appelle un principe de Pareto, une loi de Pareto, 80-20, on retrouve ça dans beaucoup de domaines, le 80-20, 80% des entreprises, mais qui font que 20% de l'emploi. Ça c'est en statique. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est de voir en dynamique. C'est le rôle des entreprises dans les cycles de vie des entreprises. Parce qu'on ne reste pas, ce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne reste pas forcément une très petite entreprise toute sa vie. On commence sur ce statut, mais ensuite les très petites entreprises, et c'est là où on manque de données, et c'est là où on a essayé de travailler avec Terra, pour voir ce que deviennent dans la vie. On va une génération d'entreprises, par exemple, nées en 2010. Que sont-elles devenues après ? Certaines ont disparu, parce qu'elles sont mortes, il y a une défaillance, une liquidation. D'autres ont rejoint d'autres entreprises. Elles ont fait une plus grande entreprise à plusieurs. Elles ont fusionné, racheté d'autres entreprises ou ont été rachetées. Et c'est un peu ce qui se passe dans pas mal de cas. D'autres ont grossi. Elles ont réussi, et donc sont devenues PME, voire parfois ETI. Et donc évidemment, elles ne restent pas forcément toute leur vie dans un statut de très petites entreprises. Mais si on regarde un moment où se font les créations d'emplois, et c'est sur ça que je voudrais avoir 1 ou 2 minutes, c'est, si vous arrivez à voir, c'est les cartes qu'avait sorties l'INSEE, c'est dommage, c'est pas réactualisé, mais sur la période post-crise, la décennie qui a suivi la crise de 2008, ça m'avait beaucoup frappé. Vous avez sur les différentes cartes les créations d'emplois qui apparaissent dans les différentes zones d'emploi françaises. En rose, c'est quand il y a davantage de création d'emplois que de destruction. En bleu, c'est l'inverse. On va s'apercevoir que pour les micro-entreprises, on dit micro-entreprises maintenant, et plus de très petites entreprises, et ça comprend d'ailleurs les auto-entrepreneurs. Mais là, on est sur des entreprises qui créent des emplois, qui salarient du monde, donc on est bien sur notre tranche qui nous intéressait. Ce qu'on voit sur la carte en haut à gauche, c'est que les micro-entreprises, les petites structures, ont créé de l'emploi partout en France. Ce que j'appelle un peu le rôle ubiquitaire. Dès qu'on arrive sur les PME, il y a eu plus de destruction d'emplois, donc on est sur la période 2008-2017. Je salue Françoise Gattel. Oui, bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Donc, ce qu'on regarde sur la carte en haut à droite, c'est que dans les PME, il y a déjà toute une partie du quart nord-est de la France où les destructions étaient plus importantes pendant toute une décennie en emploi que de création. Quand on arrive dans les ETI ont été assez créatrices d'emplois. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est la destruction d'emplois dans les grandes entreprises, carrément partout en France, à l'exception de quelques métropoles très dynamiques de l'Ouest français. Tout ça pour dire quoi ? C'est que la moitié des créations d'entreprises nettes ont été portées sur toute une décennie dans les très petites entreprises. Au moment où se sont faites ces créations d'emplois, elles se sont opérées massivement dans les très petites entreprises. Donc, dans les dynamiques de création d'emplois, les TPE ont un rôle plus important dans la création d'emplois que celui que l'on pourrait, observer à partir de ce qu'elle représente dans l'emploi en général. Elle crée un emploi sur 2, alors qu'à la fin, elle ne représente plus, qu'elle ne porte qu'un emploi sur 5. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette évolution du tissu économique. Des très petites entreprises vont en rejoindre des plus grandes, vont participer à la régénération du tissu économique, et c'est ce rôle fondamental qu'il faut arriver à comprendre. L'énergie entrepreneuriale se joue souvent dans les premières années de vie des entreprises, même si leur dynamique propre va les faire franchir des seuils, devenir des PME, plus ou moins de grande taille, ou être achetées pour des plus grandes entités. Et alors quand on regarde territorialement, c'est ça qui est important, qui nous avait frappé, donc on le voyait déjà un peu avec les cas.
c'est que dans certains territoires, et notamment dans les ruralités et les petites villes, la part de l'emploi salarié privé qui est portée par les très petites entreprises dépasse largement ces 20% dont je parlais tout à l'heure. On a des communautés de communes dans lesquelles les emplois salariés privés portés par les très petites entreprises atteignent 50, 60, 70% de l'emploi. Donc on a un rôle, si vous voulez, d'aménagement économique du territoire, en lien, c'est vrai, avec des consommations locales, très fortement tirées par ce qu'on appelle l'économie présentielle, donc dans des consommations du client final, des consommateurs, des personnes physiques, des ménages, qui boostent, qui portent cette création d'emplois, mais qui est quand même très très important dans les équilibres socio-économiques généraux du territoire national. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas Portier pour ces explications et cette étude très parlante. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Madame la Ministre Françoise Gatel. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Je crois que vous avez été certainement un petit peu happé dans les... En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre délégué de la ministre du Partenariat avec les territoires et les décentralisations. Vous êtes chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Vous avez entendu Nicolas Portier nous présenter cette étude qui reflète vraiment l'importance des TPE partout en France. Madame la ministre, en quoi cette étude et ces chiffres évoqués vous interpellent-ils? Alors, je ne sais pas si on a branché le micro. C'est parfait. Ça ne le fait pas, c'est ça? Si, c'est bon. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Je salue les uns et les autres. Je connais plusieurs d'entre vous. Non, ça ne marche pas. Là, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux là. Voilà. Et je salue Nicolas Portier, que je connais bien aussi. Et je le remercie beaucoup pour cette étude. Et je pense que rien ne remplace les cartes quand on veut avoir une approche des territoires. Alors, le ministère dont j'ai la charge a un intitulé extrêmement innovant, parce que je crois que c'est la première fois que ruralité, commerce et artisanat se retrouvent dans une même délégation. Et c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que, d'abord, il n'y a pas de ruralité sans vitalité, et que dans notre pays, la vitalité, elle est produite et elle est nécessaire, en tout cas, ou sa production par l'économie est nécessaire, parce que c'est à la fois de la production de richesse, de la redistribution, mais c'est aussi un vecteur d'insertion sociale, dont on aura sûrement l'occasion de reparler, à la fois pour des jeunes qui sont parfois assignés à résidence, mais aussi pour des personnes qui font de la reconversion professionnelle. Et j'ai vraiment mesurer en allant au salon produit en France l'importance de la reconversion professionnelle de gens qui quittent des métiers qui étaient des métiers parfois dans la finance, parfois on a vu des ingénieurs automobiles ou dans l'aéronautique qui à un moment font un changement de vie et vont dans les territoires parfois créer une mini-entreprise qui est d'abord la création de leur emploi souvent. Ça démarre comme ça et Nicolas a bien montré l'importance dans ce qu'on appelle les territoires. Alors la ruralité, c'est 88% des communes de France et c'est 22 millions d'habitants. Donc c'est à la fois la commune la plus petite, très enclavée, mais c'est aussi la commune en périphérie de la grande ville ou la commune où il y a par tradition un tissu industriel de PME qui structure aussi le territoire. Donc moi, je suis très sensible à ce que dit Nicolas et je suis très sensible à ce que dans ce congrès, on parle d'économie. Parce que l'économie, elle est absolument nécessaire. C'est une affaire compliquée parce que ça évolue tout le temps et ça bouge. On a vu comment la Covid a transformé les modes d'achat, les modes de production, et qu'il y a une articulation à avoir, et Nicolas en a sûrement parlé. Moi, je pense que si les entreprises sont installées là où elles sont installées, ça n'est pas le fruit du hasard. Parce qu'il y a sans doute des commodités d'accès, enfin, il y a un certain nombre de choses, et surtout, il y a cette réussite de l'articulation entre le rôle des élus et celui des entrepreneurs. Le maire n'est pas un entrepreneur, même si on lui demande de tenir une épicerie, le bureau de poste, enfin, on connaît tout ça, et de faire le médecin aussi. On a dans les territoires un rôle clé des élus locaux pour accompagner l'arrivée d'entreprises, parce que vous devez avoir des conditions d'implantation,
des conditions de logement et aujourd'hui, on le sait aussi, des conditions de prise en considération des besoins de la famille. Parce que la personne qui s'installe, qui crée son entreprise, et pour qu'elle vienne dans les territoires, c'est important. Et le dernier point, on y reviendra sûrement, c'est un enjeu très important, et les chiffres de Nicolas le montrent, en matière de transmission d'entreprise. Moi, je deviens très obsédée par la question de la transmission d'entreprise, parce que aider à la création d'entreprises, c'est bien, mais il faut que les entreprises aient une certaine pérennité et qu'on travaille beaucoup et ensemble sur les transmissions, et on voit comment la question se pose sur ces TPE qui à un moment disparaissent, soit effectivement, comme l'a dit Nicolas, parce qu'elles intègrent une autre société, voilà, les choses bougent, mais aussi parfois parce que la capacité à passer un stade est économiquement, économiquement difficile. Et quel est le regard que vous portez, vous, sur cette économie de proximité dans le développement des territoires? Et que fait l'État pour la maintenir, voire la soutenir ou la porter plus loin? Alors, je pense qu'il n'y a pas de territoire sans économie. Alors, l'économie en ruralité, il y a 4 sortes de ruralité. Vous avez une ruralité résidentielle dans le halo des villes. Vous avez une ruralité de petite centralité qui correspondent souvent à des chefs-lieux de canton où vous trouvez services, commerce et artisanat. Vous avez ensuite cette ruralité qu'on appelle productive, qui est ouvrière ou agricole. C'est celle-là qui souffre parce qu'elle est enclavée. Elle connaît une baisse démographique assez conséquente et aussi un vieillissement de population. Donc là, on est sur le secteur le plus difficile. Et puis, vous avez une ruralité qui se développe d'une manière assez intéressante aujourd'hui, qui est la ruralité touristique. Parce que soit les gens font de leur patrimoine bâti un levier, mais aussi de leur patrimoine naturel, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a tous envie d'aller 2 jours dans la Creuse, parce qu'on a envie de prendre l'air, parce qu'on a envie de faire la Loire à vélo. Donc, vous voyez, et donc ça amène à la création de petites entreprises. Il faut qu'on arrive à les consolider. Et l'État est assez présent dans le cadre du programme de ruralité. On a vu avec les commerces, aujourd'hui l'État a accompagné la création de commerces au nombre de 307 dans 39 départements, mais on ne peut pas être nostalgique quand on s'occupe de la ruralité, parce que la nostalgie, on la partage avec personne, et que les gens qui viennent en ruralité, les gens, ils n'attendent pas de retrouver le bourg avec 4 commerces. Les gens qui viennent dans la ruralité, ils vivent comme des urbains, et aujourd'hui, ils ont recours à ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui sont plus des nouvelles. Donc, il faut réinventer des choses, et on voit des épiceries associatives qui créent des emplois qui démarrent pas mal. Et l'enjeu, c'est de trouver, et Nicolas l'a sûrement dit, la viabilité économique. Et donc, il faut trouver un modèle où déjà les citoyens qui habitent ces communes fassent leurs achats et fassent travailler les artisans, hein, parce que vous pouvez toujours demander à votre maire d'ouvrir une épicerie, mais si personne ne va faire ses courses, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut un modèle économique qui perdure, et il faut aussi un modèle un peu vertueux. C'est-à-dire, quand vous avez un commerce, vous en aurez 2, vous en aurez 3. Donc, il faut qu'on arrive à consolider les choses. Et je vais prendre un exemple qui est développé par Thierry Marx, que tout le monde connaît. Oui, le grand chef cuisinier. Le grand chef cuisinier, qui, lui, a décidé d'investir dans la ruralité. Et il m'a parlé des tabacs secs. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'est un tabac sec. Alors, je fume, donc je sais que le tabac humide, c'est pas bien. Mais il m'a expliqué que ce n'était pas ça le sujet. Vous avez dans les communes une présence très forte des bureaux de tabac. Et que dans un bureau de tabac, seuls 40% des gens qui rentrent achètent du tabac. Et que font les 60 autres pourcents? Alors ils viennent parfois pour les jeux, ils viennent pour la presse, ils viennent aussi parce qu'il y a un café, et ils peuvent venir parce qu'à un moment il y a une formule de bistrot avec le plat du jour. Donc ça veut dire qu'il faut inventer des choses de cette nature. Et il y a un autre secteur économique sur lequel il faut qu'on travaille, mais ça restera toujours de la TPE, c'est le secteur de la réparation.
Et je pense qu'on peut avoir aussi dans certains territoires des innovations en matière de production artisanale ou industrielle qui peuvent démarrer dans les territoires et aller plus loin. Et en même temps, je dis, et ce sera mon dernier mot, pardonnez-moi, que la ruralité, c'est vraiment du territoire d'innovation et d'entrepreneuriat, parce que vous avez une synergie entre les gens, et la ruralité, c'est industriel, et ça peut être très chic, puisque je rappelle que Hermès a ses ateliers dans les territoires, et que Hermès a ouvert récemment un atelier de 250 emplois à Riom dans le Puy-de-Dôme. Donc il faut savoir vendre et convaincre, et tout le travail que vous faites pour accompagner les élus, pour les aider à réunir les conditions de réussite, c'est primordial. Je sais que vous aviez aussi à cœur de parler des entreprises industrielles artisanales. Oui. Alors je précise bien artisanales, car faut-il le rappeler, les TPE industrielles sont par définition des entreprises artisanales. Elles sont indispensables dans la politique de réindustrialisation de la France. Elles le sont aussi, ces entreprises, dans le développement du territoire, indispensable. Absolument. Moi, je pense beaucoup et souvent à l'industrie. Et j'ai vu dans différents salons que j'ai faits, y compris des salons en région ou dans des départements, de l'industrie, qui peut être de l'industrie de sous-traitance de pièces extrêmement délicates, mais j'ai aussi vu des process industriels dimensionnés à une échelle qui est une échelle de TPE ou de PME s'installer dans les territoires, parce que les entrepreneurs disent qu'ils ont des conditions plutôt bienveillantes quand ils arrivent, hein, parce que les élus dans les territoires... Enfin, on se jette, enfin moi je l'ai fait, j'étais présidente, je me jetais sur tout entrepreneur qui arrivait et qui commençait à regarder mon territoire. Vous essayez de le garder, donc vous lui faites des conditions qui ne sont pas forcément que des conditions financières, mais d'accueil, d'accompagnement. Vous portez aussi les questions du recrutement, d'aide à l'emploi, et que je pense qu'il faut qu'on se batte pour que la réindustrialisation, on ne la considère pas comme simplement avec des grandes usines où il y avait 1000 et 1200 emplois. Moi, je pense que c'est des modèles qui peuvent exister, mais ils sont parfois un peu dépassés. Mais je pense que dans certains territoires, il y a des opportunités d'industrie, parce qu'il y a des savoir-faire, où il y a des ressources qui permettent là d'accueillir une entreprise, que l'entreprise, quand elle vient, elle a besoin d'un écosystème. Elle a besoin de sous-traitants, elle a besoin de savoir-faire. Et donc, ce sont les élus qui peuvent permettre que l'écosystème se développe et que les chambres de commerce ont un rôle très important à jouer d'accompagnement des collectivités pour aider à l'implantation et pour développer les conditions qui feront qu'une entreprise, elle a envie de venir ici ou là. Merci Madame la Ministre. On va poursuivre notre tour de table avant d'engager vraiment tous ensemble la discussion. Illustration des actions de l'État, les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. C'est à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont vous êtes Diane Gallet, la directrice adjointe. Vous allez nous expliquer vraiment très concrètement à tous comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, parce que ça a été créé en 2018. Donc on a déjà du recul et visiblement ça fonctionne. Oui, alors merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre ont été très concrets et je vais essayer aussi de vous présenter des projets très concrets. Mais simplement, si vous me permettez, de vous présenter un petit peu la méthodologie donc, du programme Action Cœur de Ville, effectivement, qui a été créé en 2018 et qui était assez précurseur dans le sens où Action Cœur de Ville, c'est un programme partenarial entre l'État et les collectivités. Et donc, on se met vraiment autour du projet du maire, qui est très régulièrement aussi président d'Interco, ou s'il ne l'est pas, en tout cas l'Interco, et je le dis parce qu'il y a Nicolas qui est à ma droite, est aussi signataire de ces conventions. Et ces conventions sont vraiment des conventions qui partent de ces projets des villes, qui sont des conventions très concrètes, qui sont des fiches actions. Ça peut être une fiche action, comment je requalifie ma place centrale, une fiche action, où je végétalise, est-ce que je crée une foncière commerciale. Donc c'est des fiches actions très concrètes. Je le répète aussi beaucoup en ce moment, c'est des fiches actions qui sont donc cofinancées par l'État et les partenaires financiers, donc que sont la Banque des Territoires, Action Logement et l'ANA, et dont les crédits sont financés à l'avance. C'est-à-dire que là, jusqu'en 2026, nos crédits sont sécurisés, ils sont validés par les préfets de région.
Et donc voilà, les projets viennent vraiment des maires et sont vraiment financés sur une période de 3 ans. Donc on a eu Action Cœur de Ville 1, là on est dans le prolongement du programme, on a Action Cœur de Ville 2. Et puis on est en train aussi d'évaluer ce programme et de voir comment on va pouvoir le faire perdurer, évoluer dans le bon sens. Peut-être aussi juste un petit mot pour dire que c'est un programme transversal. Vous m'avez invité très aujourd'hui, important, effectivement, pour parler TPE commerce. C'est un programme qui a cette particularité de s'occuper du logement, de s'occuper du commerce, des espaces publics, de s'occuper de remettre les cinémas, du patrimoine, voilà, en cœur de ville. Et c'est un programme qui a pour objectif de revitaliser les cœurs de ville et pour que ça ait justement un rayonnement sur tous les autres territoires. Ce n'est pas des villes qui travaillent toutes seules dans leur coin, c'est des villes qui travaillent au bénéfice des petites villes de demain, des territoires ruraux, mais qui exercent cette fonction de centralité. C'est un programme très concret parce que qu'est-ce que ça dit derrière quand on dit mobilité, déplacement, etc. C'est vraiment comment les personnes vont se déplacer, où elles vont faire leurs courses, où est-ce qu'elles vont acheter leurs vêtements. Enfin, on a vraiment une incidence très concrète sur la vie des habitantes et des habitants qui décident de se réinstaller en cœur de ville. Action Cœur de Ville 1, on a beaucoup accompagné les maires à réinstaller des antennes, des campus donc dans les villes. Quand je dis ville médiane, c'est à peu près entre 15 000 et 100 000 habitants. Des villes donc, qui ne sont pas des métropoles, des villes qui ont pu souffrir de désindustrialisation, de métropolisation, de départ des casernes. Enfin, voilà. Donc comment on donne aussi envie aux gens de changer aussi quelque part un peu leur rêve et de se dire je me réinstalle en cœur de ville, dans une ville à taille humaine. Et donc, on a aidé des maires à réinstaller des antennes de campus. Là, par exemple, l'autre jour, j'étais à Sète, donc il y a une antenne de Montpellier qui s'installe. Ça peut être à Libourne, une antenne donc, de Bordeaux. Donc, comment on fait revenir les étudiants? Comment on fait revenir les EHPAD? Il y a eu énormément d'EHPAD ou de personnes âgées qui reviennent en cœur de ville. Et ça, c'est une vraie qualité de vie. Plutôt que d'être en périphérie, de se dire je descends, je prends un café, je vais au cinéma. Plutôt d'être relégué dans un EHPAD où on ne peut rien faire sans voiture, même si ce n'est pas mon ennemi, la voiture, et qu'on aide aussi les maires à les placer quelque part par rapport à ce que vous disiez, Monsieur le Président, il faut bien les placer quelque part et pas les éradiquer. Et donc, et par rapport à ce que disait Madame la Ministre, on commence à voir, là j'ai pas encore de chiffres précis, on y travaille et on vous les fournira, on commence à voir se réinstaller des familles. Et ça, j'étais à Bourg-en-Bresse l'autre jour, justement piétonnisé. Alors, ça ne plaît pas toujours tout de suite, dans un premier temps, mais souvent. C'est une question d'habitude. Dans un second temps, après, pendant les travaux, c'est l'horreur. Et après, finalement, les commerçants. Et là aussi, on lance une enquête sur la piétonisation dans les cœurs de ville. Je fais coucou à mon équipe qui travaille dessus. On est en train de voir comment ça a été perçu. Voilà. Enfin, il y a plusieurs phases, en fait, on va dire. Mais effectivement, pouvoir proposer des beaux logements avec du volume, des terrasses, pouvoir descendre, lâcher la main de son enfant, faire du vélo, avoir des beaux espaces publics végétalisés, etc. Ça commence à payer, on commence à avoir des familles qui reviennent. Donc ça, on est plutôt assez satisfait. Après, voilà, Madame la Ministre l'a dit aussi, il y a des mutations en cours. Sur le commerce, peut-être juste, si vous me permettez quelques chiffres. Donc pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est globalement, donc Action Cœur de Ville, c'est 10 milliards d'euros engagés jusqu'en 2026. Donc État et partenaires, pas collectivité. Les boîtes à outils très concrètes pour les maires, on a par exemple à ce jour 529 commerces et locaux d'activité restructurés par les foncières de la Banque des Territoires. On a 251 locaux, là je parle aussi des villes Action Cœur de Ville uniquement, à hauteur de 25 millions d'euros qui ont bénéficié du FRLA. On a aussi 2000 projets qui ont bénéficié du fonds vert. Et ça, le fonds vert, c'est important aussi pour les cœurs de ville, c'est de la reconquête de friches. On a parlé aussi de sobriété foncière. C'est comment on va repérer les dents creuses et comment après, avec les autres programmes de la NCT, on en fait des projets mixtes. Nous, on croit beaucoup à la mixité dans la restructuration de ces friches. Ça peut être des entreprises, des cafés, des tiers-lieux, des coworking. Donc ça, c'est aussi des projets qui marchent extrêmement bien. Et enfin, ça a été aussi dit par Monsieur le Président, les maires ont la possibilité dans ce cadre, donc ça c'est ACV et Petites Villes de demain, de mobiliser des ORT. Ça c'est pour contenir l'étalement urbain, parce qu'effectivement c'est compliqué de voir des activités justement qui vont s'installer en périphérie. Ça fait des dynamiques qui vont pas dans le même sens. Donc nous, c'est vrai que notre programme, et les maires sont consentants, c'est la requalification
cœur de ville. Donc c'est vrai qu'à la fois on contient donc, les entrées de ville. On a eu des belles réussites sur la résorption de la vacance commerciale et des belles redynamisations, mais les mutations en cours donc, sont quand même, il faut le dire, un peu préoccupantes. On a parlé de e-commerce, on a parlé de modification des usages des consommateurs, donc tout ça on le prend en compte. Nous, alors voilà, à l'ANCT, on a des petites expérimentations en cours, mais peut-être que je vais passer directement à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire 2-3 exemples, si vous me le permettez, qu'on est en train de remettre dans un guide qui va s'appeler le guide commerce et qu'on va sortir en décembre, puisque nous, à l'ANCT, on travaille sur le partage de bonnes pratiques et partage d'expériences des maires. Donc ça va être des fiches techniques. On va avoir par exemple à Bastia, ils vont nous expliquer comment ils ont mis en place un observatoire du commerce. À Chartres, comment ils ont acheté une ancienne galerie commerciale grâce à leur SEM. À Caunecourt-sur-Loire, ils ont créé un marathon créatif. Vous avez plein d'exemples à J'ai nous plein donner, là. d'exemples. Non, mais par exemple, une ressourcerie en cœur de ville à Douai, et là, je le dis pour Monsieur le Président, à Foix, une requalification d'une friche en pôle de santé avec une pharmacie et des professionnels de santé. Tout ça en cœur de ville, et je ne suis pas plus longue, et je vous remercie. Mais c'est bien, c'est le signe que ça avance, il y a de la passion en tout cas, merci beaucoup. Merci Diane Gallet pour ces illustrations très concrètes. Alors, on a beaucoup parlé des maires, on va vous entendre parler maintenant, nos 2 élus locaux qui nous font le plaisir d'être là, Madame Porte et Monsieur Potrel. Madame Porte, je rappelle que vous êtes maire de Montbard, en Côte d'Or, une commune de 5000 habitants, à 80 km de Dijon. Il y a d'ailleurs une gare que Monsieur Louis Potrel connaît bien, on aura l'occasion d'en parler. On est à un moment très sensible hein, pour les communes. On approche de la fin de mandat. Il y a les élections municipales dans un peu plus d'1 an. Il y a bien sûr la question du budget qui monopolise tout le monde, qui est encore en suspens. La maire que vous êtes doit procéder à des arbitrages. Il y a une réelle inquiétude pour les investissements et forcément les conséquences pour les commerces. Non, alors pardon, il va falloir... Voilà. 1, 2, voilà, c'est parfait. Bien, Madame la Ministre, et bien sûr, je vous salue toutes et tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été exprimées, et là, je vais essayer de cibler le propos. Je vais lâcher mes notes. Hein. Merci, voilà, aux collaborateurs de la PVF. Voilà, je vais laisser tomber les chiffres. Je vais laisser parler mon expérience et mon cœur de maire. Alors déjà, moi, j'aime pas parler d'inquiétude. Ça, c'est de base. Je pense qu'il faut, dans le rôle que nous avons, la responsabilité que nous endossons, si nous-mêmes nous sommes vecteurs d'inquiétude pour nos concitoyens et pour derrière la confiance dans les entreprises, les TPE, etc., c'est pas terrible. Donc on doit vraiment être... On agit, nous les maires, on peut plus dire en bon père de famille, hein, parce que l'expression est bannie. Donc en bon parent de famille. On agit de façon raisonnable, c'est le terme qu'il faut employer. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que le budget à venir et celui encore d'après, je vois la vie en rose. Mais depuis que je suis maire, et ça fait 10 ans cette année, pardonnez-moi, madame la... Non, c'est le rose. Voilà, depuis 10 ans, à chaque fois, j'ai l'impression que le budget suivant va être encore plus horrible à passer. Et puis finalement, il se passe quoi? Il se passe qu'on s'adapte. Voilà. Et ça, c'est le maître mot en termes de responsabilité. On s'adapte tout le temps. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de ma commune de façon trop détaillée, mais simplement retenir... moi, je suis arrivée maire il y a 10 ans. Alors, je ne suis pas du tout une financière, une comptable, etc. Dans ma vie d'avant, j'étais prof. Donc, vous voyez, rien à voir. Énorme dette. Voilà, très très lourde, le sac à dos très très chargé. 18 millions d'euros quand on est moins de 5000 habitants. Ça commence à peser. Hein. C'est pour ça que rien ne vous fait peur aujourd'hui. Voilà. Et puis finalement, voilà, la dette aujourd'hui, elle est vraiment beaucoup résorbée. Et surtout, ça ne nous a pas empêché d'investir. Parce que ne pas investir, très clairement, c'est mourir. Et c'est pareil pour une entreprise. Donc déjà, désendetter, c'est le cas. Investir en allant chercher un haut niveau de subvention que nous trouvons auprès du département, de la région, des fonds européens, de l'État, bien évidemment, et puis ne pas toucher au levier fiscal. Parce que, bon, voilà, ça c'est un engagement pris vis-à-vis de nos concitoyens. Donc, c'est clair que
par rapport à notre tissu productif entrepreneurial, notre investissement, la commande publique locale, à l'échelle nationale, c'est énorme. Je crois que c'est 2/3 de l'investissement public, ce sont les collectivités. Rien que les petites villes, alors quand je dis petites villes, c'est au sens de la PVF, de 2000 à 25 000 habitants, ça a été 11 milliards d'investis là, tout, sur ces derniers temps. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc on doit investir, ça c'est fondamental, mais il faut juste trouver à bien positionner le curseur, d'où l'importance aussi des programmes ACV, Petites Villes de demain, comme c'est le cas pour moi, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision globale des choses et d'élaborer une vraie stratégie structurante dont le commerce, l'artisanat, bien sûr, font entièrement partie, et puis investir pour aller générer des économies de fonctionnement. Ça, c'est fondamental. Donc comment on fait, une fois que je vous ai dit tout ça, pour, en tant que maire, pouvoir soutenir notre tissu productif local. Donc moi j'appartiens à ce que la catégorie, en vous écoutant Madame la Ministre, je dirais donc de la ruralité productive, qui connaît un vieillissement de la population, qui est dans la diagonale du vide en plus, donc c'est pas si simple, mais j'ai un gros tissu industriel, des grandes entreprises qui sont présentes sur ma ville. Mais quand on parle d'artisans, évidemment de la strate des entreprises dont on parle aujourd'hui, je reconnais finalement quand je vous entends parler, et quand je pense aux ouvriers de la métallurgie sur ma commune, ce sont des artisans, eux aussi, à leur façon. Ce sont des hommes de l'art avec des savoir-faire qui font aussi qui permettent encore d'assurer notre compétitivité à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment aussi la considération que nous devons avoir par rapport au fait de produire. Est-ce qu'on peut imaginer un monde, une ville sans industrie, sans commerce, sans tout ça? C'est pas possible, parce que derrière, c'est les familles, c'est tout le tissu et l'écosystème dont vous parliez. Donc nous, on n'est pas là. Moi, je peux pas faire le commerce à la place des commerçants. Je peux pas faire l'artisanat à la place des artisans. Je peux pas non plus fabriquer des tubes en soudure, en inox pour équiper les centrales nucléaires, comme c'est le cas sur ma commune. Par contre, on est là pour être des facilitateurs, pour accompagner, créer les conditions. Donc fondamentalement, la mobilité, d'accessibilité, ça c'est primordial. La santé, bien sûr, ça fait partie des attentes. Mais pas que, il y a aussi tout le cadre de vie, la tranquillité, l'environnement urbain. Donc par notre commande publique, bien sûr, on va favoriser, dans le cadre de la légalité, nos petites entreprises. Moi, j'ai rénové mon hôtel de ville, 2,3 millions d'euros pour le plan énergétique et la mise en accessibilité. Et grâce à France Relance, on a fait travailler que nos entreprises locales. Sauf l'ascensoriste, parce que voilà, il n'y en a pas localement. Et accompagner les commerçants, moi j'ai pris le parti de requalifier les espaces publics, donc de fiche en l'air tout le centre-ville, toutes les rues du centre-ville pour refaire les réseaux d'eau, etc. Donc c'était Bagdad, entre guillemets, et on a mené tout ce projet. Alors pour les commerçants, ça peut faire peur quand même. On y va pas, on y va ensemble. Et on a travaillé tous ces projets ensemble, et pendant les travaux, où c'était quand même un peu dur, on va pas se mentir, on a indemnisé la perte de chiffre d'affaires, et ça s'est très bien passé. Et là, on met en place ce qui se fait dans beaucoup de communes, périmètre de sauvegarde du commerce, comment on maintient nos linéaires pour le commerce de façon stratégique, comment on va aussi mettre en œuvre des aides financières pour les loyers, pour la création ou reprise d'entreprise, parce que très clairement, la question de la transmission, elle est fondamentale. Et ça, c'est une inquiétude quand même, assez forte. Donc, voilà, un petit peu quand même, mais je le dis pas trop fort. Je le dis pas publiquement. On le dira pas en sortant. Jamais publiquement. Voilà. Donc, on a un rôle à jouer. Oui. On peut pas tout faire. On est des facilitateurs. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Et on a besoin, moi la NCT par exemple, c'est pour moi l'agence support pour pouvoir mettre en œuvre des actions, des vraies actions concrètes. Parce que ce que nos concitoyens attendent, c'est du concret, tout en étant en capacité de faire comprendre que le concret demande aussi du temps dans sa réalisation. Et nous avons besoin de temps pour porter cette vision. Merci beaucoup, Madame la maire. À vos côtés, Monsieur le maire Louis Potrel, vous êtes maire de Le Ferré. Alors là, on est dans une autre région. On part vers la Bretagne, mais on n'est pas loin de la Normandie. Vous m'avez dit à peu près 35 km de Rennes, c'est bien ça. Le Ferré, c'est 725 habitants, donc c'est un territoire rural. Est-ce que c'est encore plus important dans votre commune de maintenir le commerce que dans d'autres endroits ?
Bonjour. Bonjour. 35 minutes de Rennes et à peu près 40 minutes de Madame la Ministre. Hein. Parce que vous êtes voisins ici et... C'était ma sénatrice. Très sérieusement, il a été évoqué la ruralité et aujourd'hui, je représente l'Association des maires ruraux de France et on ne parle plus de ruralité mais on parle des ruralités. La ruralité en Bretagne est différente avec celle du nord, de l'est de la France, du centre et de l'arrière-pays PACA. On a des problématiques géographiques, territoriales qui sont différentes. Et il faut avoir cette lucidité d'esprit pour réaliser les analyses. Madame la ministre a évoqué les 88% du territoire national qui appartiennent à la ruralité, aux territoires ruraux, et 33% de la population y vit. Donc ce sont des chiffres, c'est un curseur, et un tiers de la population qui habite sur les territoires ruraux, ça représente quelque chose. Quand on est maire d'une commune de 725 habitants, les professionnels de proximité, les entreprises de proximité, commerçants, artisans et professions, je dirais, individuelles, diverses et variées, on n'en a pas forcément beaucoup. Oui. Moi, à titre personnel, j'ai 2 commerces, une boulangerie-pâtisserie et un bar, café-restaurant. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre Olivia Grégoire lors de la Convention nationale du commerce. Ce qu'il faut préserver, sauvegarder, ce n'est pas le dernier commerce, c'est l'avant-dernier. Parce que quand on n'a plus qu'un commerce et qu'on le perd, on n'a plus rien du tout. Quand il nous en reste 2, si on perd un, on en a toujours un là. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ça peut prêter à sourire, mais c'est... Non, mais c'est très visuel comme exemple. C'est un vrai combat. Et la difficulté... Alors, je vais passer un peu de temps sur le commerce, parce que je suis le référent au niveau national. On a énormément de communes rurales qui ont fait l'effort de racheter les murs, le fond, de faire des travaux, des mises aux normes, des travaux d'adaptation, avec le soutien de l'État, des dispositifs comme DETR, DSIL, conseil départemental, conseil régional. Donc aujourd'hui, le problème pour préserver, sauvegarder ces commerces, ce n'est pas l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage totalement. La difficulté, c'est qu'on a un niveau de pérennité des commerces relativement faible. Et quand on lit la presse, qu'on discute avec les collègues maires, excusez-moi l'expression, mais la durée de vie d'un commerce a du mal, assez souvent, à dépasser les 3 ans. Notamment dans des métiers de bouche où c'est complexe. Se pose la question, avant tout, du revenu. Alors, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de données financières, mais il n'y en a pas beaucoup qui se dégage réellement un SMIG. Et ça, c'est un sujet. Donc, avec Olivia Grégoire, nous avons travaillé sur le sujet et nous avons créé une association, France Commerce Rural, en septembre dernier, pour travailler sur le recrutement des commerçants, la formation, la chaîne logistique, parce que le commerçant, quelles sont ses capacités de négocier un prix d'achat? Parce que le prix d'achat, c'est lui qui commence à concrétiser le niveau de rentabilité. Parce que le prix d'achat va avoir une incidence par rapport au prix de vente. Et comme le prix de vente doit être accepté du consommateur, du client, donc la marge de manœuvre du commerçant est relativement limitée. Alors j'essaie de faire vite. Au niveau de l'artisanat, oui. Le président, la ministre l'ont évoqué, il y a
un vrai sujet de la transmission. Et alors c'est une affaire de génération, c'est pas simple. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas anodin. Et là on touche à l'urbanisme. Un certain nombre d'artisans aujourd'hui ont des locaux à proximité de leur domicile, voire dans leur parcelle. On a à gérer aujourd'hui le ZAN, zéro artificialisation nette des sols, et dans les PLU ou PLUI, on ne peut pas construire n'importe où. Donc c'est un sujet, et ça peut engendrer un certain nombre de difficultés. Et par rapport à l'attractivité de ces métiers-là, des commerces de proximité, l'artisanat, il y a la mobilité. Et on voit bien que nos jeunes sur les territoires ruraux, quand ils sont au collège, assez souvent, ils font un choix d'orientation professionnelle par rapport aux formations proposées localement. Et ça interroge, ça pose question. Moi, je vais prendre en Ille-et-Vilaine, la chambre des métiers de ma ville-centre, Fougères, à 20 minutes, 20 000 habitants. Il y a pratiquement plus de formation, bâtiment, faculté de métier. Il faut que les jeunes aillent à Rennes. Et comment fait-on pour aller se loger une semaine par mois à Rennes, quand l'internat est restreint? Donc ça pose question. Et pour terminer sur une note positive, alors je pensais que Madame la ministre Françoise allait en parler. Le gouvernement, alors l'ancien, a validé le principe du nouveau zonage France Ruralité Revitalisation, FRR, à la place des ZRR, avec un périmètre élargi qui fait un peu débat parce que tout le monde n'est pas totalement d'accord. Mais je trouve que c'est une avancée pour permettre d'accueillir des créateurs, des repreneurs de petites entreprises. Et je dirais que là, on va dans le bon sens. Donc, il y a encore des choses à corriger. Mais pour nous, les territoires ruraux, le zonage FRR, aujourd'hui, moi je considère ça comme une opportunité. Et pour conclure, je crois que sur les territoires ruraux, il y a deux mots qui sont importants. C'est innovation et modernité. Et on le voit bien que si on n'innove pas et qu'on ne tient pas compte de la modernisation de notre société, donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte, et les nouvelles technologies aujourd'hui sont partie prenante. On peut ne pas être d'accord, mais c'est l'évolution de notre société, et nos territoires continueront à se développer s'il y a absolument innovation, modernité. Et si on veut avoir des salariés et des consommateurs, des clients, on doit avoir des habitants, et avec la cohabitation des foyers, il va falloir qu'on nous permette, à travers des dispositifs qui sont à imaginer, la possibilité de construire des logements, et en matière de locatif, on n'est pas beaucoup aidé par les bailleurs sociaux. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors moi, je retiens ce mot de s'adapter. C'est le propre de l'entreprise, monsieur le président, hein, de l'agilité des petites entreprises. C'est exactement ça. Absolument, et je pense qu'elles font preuve très souvent, d'ailleurs, la durée de vie, vous disiez, en création est compliquée. C'est vrai dans un certain nombre de zones rurales où c'est difficile de s'implanter, même quand on a le cœur d'y aller. Parce qu'il faut des clients. Si vous n'avez pas de clients, s'il n'y a pas assez de clients, évidemment, l'entreprise, elle a du mal à subsister, à se développer. Moi, je voudrais insister sur un point. D'abord, vous remercier, Madame la maire, sur la concertation. Mais je sais que dans les typologies de communes auxquelles vous présidez les destinés, cette concertation, elle est quotidienne parce que vous êtes en proximité. C'est pas toujours le cas. Je vois mon ami Patrick Vignal, qui est ex-député de l'Hérault, et qui connaît bien une ville où la concertation, elle n'est pas toujours facile avec
avec les artisans et les commerçants, pour ne pas la citer, la ville de Montpellier, où quand on fait des travaux, on se fout complètement de la vie des artisans et des commerçants pour savoir comment ils vont vivre ça. Donc c'est pas partout, mais réjouissons-nous que dans les petites collectivités locales. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, aussi ce retour un petit peu de cadres parisiens. On a tous autour de nous des exemples parisiens ou ailleurs qui on retourne dans la ruralité, même s'ils ne veulent pas la ruralité très profonde, ils veulent quand même à proximité avoir des services. Enfin, alors, il y a un peu... Il y a parfois tout et son contraire. Et le coq qui le matin ni le vous chant réveille, des coqs, exactement. ni le chant du coq. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, à l'UDP, on a pris conscience de cela et de cette évolution sociétale. Nous avons créé un site qui s'appelle Créer, Reprendre, qui permet à tous les créateurs d'entreprises de trouver partout sur le territoire national un certain nombre d'informations économiques. Quel est le PIB local, quel est le nombre d'enfants. Quand on est boulanger, il vaut mieux avoir affaire avec des familles qui ont beaucoup d'enfants qui mangent du pain. Si on veut créer ou reprendre une boulangerie, ça donne des perspectives. Mais nous avons aussi intégré dans ce site et dans cette connaissance pour reprendre une entreprise autre, parce qu'on a bien compris que le choix de l'environnement dans lequel les gens allaient exercer était vital. Est-ce qu'il y a un terrain de sport ? Est-ce que mon gamin qui fait du judo, où est-ce qu'il va pouvoir aller faire ça ? Et puis, en fait, est-ce qu'il y a du ramassage scolaire de manière satisfaisante ? Donc, les services, le sport, la culture, plein de choses. Combien de kilomètres il me faudra faire pour aller trouver un cinéma ? Et toutes ces informations-là. Donc, à la fois, il faut qu'on conjugue ces évolutions sociétales de gens qui veulent retourner à la campagne, qui veulent trouver leur job, mieux harmoniser sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Je pense qu'il y a une complémentarité entre nous. Et puis ce que je voudrais dire aussi, on ne l'a pas suffisamment dit, vous l'avez évoqué Isabelle tout à l'heure, c'est le lien social que nous représentons pour beaucoup de personnes qui restent dans les villages. Vous êtes boulanger, monsieur, c'est le premier sourire du matin à des gens qui ne parlent à plus personne. Je pense à ceux qui vivent encore et le plus longtemps possible, parce que les gens sont attachés. L'EHPAD, c'est bien, mais quand on peut rester dans sa maison le plus tard possible, c'est ce à quoi nous devons tous nous attacher. Et la présence de ces commerces, c'est la vie. C'est la vie. C'est le fait, Madame Untel n'est pas venue, ça fait 2 jours, qu'est-ce qui se passe ? Et j'appelle Monsieur le maire pour lui dire, dites-moi, elle n'est pas venue pendant 2 jours. Et ça, franchement, on doit tous travailler ensemble pour pouvoir maintenir cette vie, ce lien social dans toutes nos collectivités locales, en sachant que dans des grands agglos, là par contre, on a beaucoup de boulot à se faire entendre avec les maires des grandes villes. Juste un dernier point, dans la reprise, je m'adresse à vous, Madame la Ministre, BPI est une banque publique qui est au service des entreprises. Mais alors nous, on passe sous les radars. Vous savez, quand vous voulez reprendre une petite épicerie dans un quartier, dans un secteur, et que l'investissement est de 50 000 balles, mais ils ne vous prennent même pas au téléphone, ils s'en foutent complètement des petites entreprises. Et moi, je voudrais qu'il y ait une action de l'État vers BPI pour leur dire, mais le tissu économique de notre pays, il faut des grandes entreprises. Madame le maire, vous avez raison, il ne faut pas opposer, parce que bien sûr, tous ces ouvriers qui sont dans les grandes entreprises, tous ces salariés, c'est nos clients. Et évidemment, nous avons besoin des grands fleurons industriels de notre pays, c'est la vitalité de notre pays. Mais il faut aussi ce tissu de petites entreprises, et que la banque publique d'investissement, publique ça veut dire quelque chose me semble-t-il, elle soit aussi au service des petites entreprises. Là je crois que Madame la Ministre, on attend une réponse. Tenez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je ne l'ai pas allumé. Oh. Merci, monsieur. Vous voyez, ça, c'est le dialogue. Ensemble, on y arrive mieux. C'est toujours comme ça. Juste en écho à tout ce qui a été dit, moi je partage totalement ce qui a été dit sur le fait que les élus locaux ont ceci de particulier, c'est eux qui peuvent réunir des conditions pour permettre la réussite d'une activité économique. Mais ça a été dit par vous, madame, et par Louis et les uns et les autres. Les élus ne feront jamais marcher le business. Et que si vous installez une entreprise, il y a un enjeu de viabilité économique. Et que donc quand vous avez des personnes qui viennent s'installer, c'est surtout vrai pour le commerce,
les gens pensent parfois que créer ou reprendre un commerce dans une petite commune, c'est très bucolique. Moi, je leur dis, vous êtes un peu comme Marie-Antoinette au Trianon avec 3 moutons, quoi. Vous aviez des revenus extérieurs, je veux dire, par rapport à tout ça. Et qu'il y a un rôle d'accompagnement, de détection. Louis a parlé des réseaux qui se mettent en place, qui accompagnent les gens, parce que aller dans la ruralité, c'est un projet de vie familial et personnel. Il ne faut pas mettre les gens en danger. Donc, il y a un accompagnement, une sélection. On fait la même chose sur la transmission. Vous l'avez dit, Monsieur le Président. Il faut qu'on développe des dispositifs de reprise qui sécurisent celui qui cède, mais celui qui reprend. Donc ça me paraît très important. Et puis, je crois qu'il faut qu'on accompagne de manière générale les élus sur ce qu'est l'activité économique. Alors moi, je me réjouis, parce qu'ici, on a 2 élus qui comprennent les choses. Mais quand vous refaites un centre-bourg ou un centre-ville, que vous avez oublié les parkings, que vous avez une offre qui est très dispersée, ça ne va pas marcher. Et que si vous ne connectez pas vos quartiers au centre-bourg, au centre-ville, y compris à pied, eh bien ça ne peut pas marcher. Et que le commerce comme l'artisanat qui sont installés en centre-ville, ils ont besoin de flux. Pour avoir des clients, il faut qu'il y ait des gens qui passent. Et donc ça veut dire, et vous l'avez expliqué les uns et les autres, qu'il faut remettre des médiathèques, des écoles de musique, des crèches. Il faut les remettre en centre-ville. Et je donne un exemple qui m'avait frappé chez un maire, qui me disait, moi avec le ZAN, je ne peux plus rien faire. Alors le ZAN, ça va un peu s'arranger. Le Premier ministre a dit qu'il allait faire bouger les lignes, un truc qui est vraiment une excellente idée, mais l'enfer est parfois dans les détails, et c'est pas mal. Et donc, je vais dans cette commune, je vois, il y a un rond-point, et il y a la boulangerie du rond-point, le fleuriste du rond-point. Et ça, c'est plus mortel que les zones d'activité. Parce que vous videz tout votre centre avec ce qu'on appelle la civilisation de la voiture. Quand vous travaillez et que vous rentrez chez vous, c'est plus facile de s'arrêter au rond-point que d'aller en centre-ville. Donc il faut qu'on y pense. Et ce maire, il avait une zone d'activité. Dans sa zone d'activité, il y avait un notaire, un expert comptable et une profession tertiaire. Je dis, mais pourquoi tu les mets là? Ces gens-là, ou ces personnes-là, ces métiers, tu les mets dans ton centre. En haut, tu fais du logement et ça veut dire que tu crées du flux. Parce que déjà, les salariés, voilà, et puis ils ont des clients. Et le client va aller chez le garagiste, il va aller chez l'imprimeur. Voilà, c'est la vertu du cercle dynamique. Mais ça, il faut qu'on le sache. Donc il faut qu'on accompagne, les collectivités. Il faut que tous ensemble, on soit sur la transmission. Vraiment. Ça, c'est extrêmement important, ça réussit mieux. Et puis, il y a ce que les Italiens appellent des clusters et que nous, on appelait des districts industriels. C'est-à-dire, vous allez à Oyonnax, il y a un savoir-faire autour de la plasturgie. Vous allez à Romans, il y a un savoir-faire autour du cuir. Et que donc, autour d'usines qui étaient parfois très importantes et que vous avez encore la chance d'avoir, Madame le maire, se sont greffés des savoir-faire et des innovations industrielles de grande qualité. Pour ceux qui sont allés au salon Produit en France l'autre jour, mais vous sortez de là, vous avez le moral, parce que vous avez des gens qui osent entreprendre, c'est compliqué, c'est difficile, mais qui ont des pépites de savoir-faire de la petite industrie. Donc moi je pense que c'est un défi pour notre pays, mais que l'ensemble des territoires doit être irrigué. Et je suis désolée, il y a des industries qui n'iront jamais dans la ville. La ville n'en voudra pas et ne pourra pas les accueillir. Et donc, il faut savoir aussi profiter de ces activités industrielles qu'on peut accueillir, qui amènent de l'emploi et qui permettent en tout cas d'avoir un développement. C'est vraiment un écosystème qui est compliqué, c'est jamais gagné, parce que Louis l'a dit, avant vous étiez commerçant dans une petite commune, parce que, je vois qu'on me regarde. Je crois parce qu'il faut que j'arrête, donc je vais arrêter, mais je vais terminer sur cette phrase. Vous étiez commerçant dans une commune parce que vos parents l'avaient été et vous étiez là toute votre vie. Maintenant, quelqu'un reprend un commerce, il y reste 3 ans et il repart.
Et on a aussi à travailler sur les modes de consommation des gens. Mais moi, je pense beaucoup à l'artisanat, au bâtiment et à la petite industrie. Je suis désolée parce que là... Ne le soyez pas, mais je vais me faire le temps expulser, file, mais oui, exfiltrer. vous avez été Merci. En tout cas, Merci c'est un sujet infiniment de très votre présence. important. Oui. Et je reverrai Nicolas Portier parce que son étude est extrêmement intéressante. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous et longue vie à nos territoires et à leur économie. Merci. Et à l'U2P. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Et merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Merci infiniment.